F1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et voici l'épisode numéro 52. Au menu cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Belgique, mettant en vedette Pierre Gasly, Renault, Ferrari, encore une fois. Et on va revenir sur les ajouts du Grand Prix de Turquie et d'un programme double au Bahreïn. Si on a le temps, on devrait avoir le temps. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Alors, on revient sur ce Grand Prix de Belgique. On est manche numéro 7, c'est ça, parce que c'est le premier d'un troisième bloc de programme triple. Alors, on a eu cette course à Spa-Francorchamps, une course remportée par Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Max Verstappen, le même podium que d'habitude. En quatrième et en cinquième place, on a Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. En sixième place, on a Alex Albon, septième Lando Norris, huitième Pierre Gasly, neuvième Lance Stroll et dixième Sergio Perez. Si vous vous demandez où se trouvent les Ferrari, on vous expliquera cela plus tard dans notre segment For Ferrari's Sake qui est de retour. Et boy. Encore. Alors, Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix de Belgique qui, personnellement, ne passera pas à l'histoire? Non, outre que le fait que le Grand Prix de Belgique se soit déroulé durant la pandémie de la COVID-19 et qu'aucun spectateur pouvait assister au Grand Prix, je pense que, comme tu l'as dit, ce Grand Prix ne passera pas à l'histoire pour plusieurs raisons différentes. Je pense que le suspense s'est vraiment arrêté au cinquième virage, là, lorsque Verstappen a un peu perdu les deux Mercedes. Ensuite, on a connu un petit problème chez Bottas avec sa jambe gauche, si je me trompe pas. Ouais. Il n'a pas pu attaquer non plus Hamilton en raison d'un refus de surplus de puissance par l'écurie Mercedes. Donc, c'est rare qu'on voit ça chez Mercedes, mais on dirait que en fin de semaine, ça a été refusé pour Bottas. Est-ce que ça a un lien avec les problèmes de fiabilité que Mercedes ont depuis plusieurs semaines, depuis le début de la saison, en fait, on dirait que Mercedes a peur d'avoir des problèmes de fiabilité, donc peut-être que c'est peut-être que ça, je pense que c'est un Grand Prix qui a été un peu endormant, mais on a vu de belles choses par plusieurs Grands Prix, dont par plusieurs pilotes, pardon. Autant je pense qu'Ashley, on est obligé de mentionner sa belle performance. Là. Ouais. Et lui, son écurie a décidé de ne pas le faire rentrer suite à la voiture de sécurité. Et ça l'a mis un peu dans le pétrin. Il est descendu à la 18e position avant de remonter et finalement terminer ce Grand Prix en beauté à la 8e position. Ouais. Alors, c'est ça. Je pense que ça a été un Grand Prix qui ne passera pas à l'histoire, mais tout de même, j'ai aimé ce que j'ai vu par plusieurs pilotes. Puis ça va être encourageant pour le reste, alors que la course est toujours, dans le classement des pilotes, est toujours assez serrée. Oh là là, oui. On connaît encore le même top 3, alors de ce côté-là, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, d'ailleurs, je pense à ça. Est-ce que j'ai oublié de te présenter? Je pense que j'ai oublié de te présenter, si je me trompe pas. Donc, je vous présente Marc-André Fortin, qui est là depuis un bon bout de temps. Donc, c'est notre cher fan de Red Bull. Et qui se on a Anna Maria Mercado Lopez qui vient de se joindre à nous. Salut, Anna Maria. Oui, salut toi. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, alors Anna Maria, toi, qu'as-tu pensé de ce Grand Prix de Belgique?
Ah, c'est- je sais pas Le quoi dire. souper veut tout dire. Oui. Oui, oui. Non, disons que quand c'est Belgique, on s'attend à plus. Mais j'ai trouvé que le Grand Prix, il s'est décidé un petit peu pour la qualification. C'est lui qui saute en avant, comme l'a dit Hamilton après qualif. C'est sûr que si tu sautes en avant, c'est là que ça se passe. Et j'étais un peu déçue parce que, disons, on s'attend beaucoup de Belgique, ça se passe, un beau circuit, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, mais oui, on a vu Pérez remonter, mais c'était pas une remontée à dépasser des monde, c'est plutôt qu'il restait en arrière et tous ceux qui étaient en arrière, il fallait qu'ils s'arrêtent après. En plus, dépasser la Ferrari, c'était pas quelque chose de difficile non plus. Surprenamment. Étonnamment. Oui, c'était. Non, non, non. Regarde, Kimi était en avant de tout Ferrari. Incroyable. C'était comme OK. Et les Alfa Romeo étaient derrière. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Que toutes les équipes qui avaient les moteurs Ferrari étaient tous en arrière. Et que, disons que. La seule chose qu'il y a eu, c'est parce que l'accident de Giovinazzi, mais après ça, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas eu beaucoup de stratégies, il s'est passé pas beaucoup, même quand ça a commencé, Bottas il s'est fait dire qu'on donnait pas plus de puissance parce que c'est des coéquipiers, que tout de suite l'arrêté. On dit pas de bataille, fait que c'est ça. Et juste, j'espère qu'à Monza, ça va pas être la même chose parce que sinon, disons que oui, on a envie des courses, mais je suis, comment dire, oui, on a envie qu'il y ait des courses, mais dans cette affaire-là, c'est pas amusant, dirais-je. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, les équipes ne font pas de développement. Tout s'est arrêté, je pense, avec la COVID. Et dans la première course, on était tout excités, mais maintenant, ça commence comme à se voir les vraies choses. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, vas-y, Marc-André. Si je peux me permettre, justement, avec ce que Anna-Maria disait, je trouve qu'est-ce qui est positif peut-être dans ce qu'elle a mentionné, c'est qu'on a eu des bonnes courses en début de saison, ce qui fait en sorte que les gens qui ne s'intéressaient pas beaucoup à la Formule 1 habituellement et qui n'avaient pas de source de sport autre que la Formule 1 a pu regarder ça et se dire « Ah, ok, peut-être que ça m'intéresserait ». Maintenant, est-ce que ces gens-là qu'on avait peut-être intéressés, est-ce qu'on les a perdus en raison des derniers Grands Prix qui ont été, comment dire, un peu endormants, un peu... c'est ça, on a resté sur notre fin après les Grands Prix, donc peut-être qu'on en a reperdu. Mais c'est ça, mon point restait pas mal à dire que je pense que si on peut avoir des Grands Prix comme on a eu en début de saison, ça pourrait être intéressant pour la fin de la saison. Mais écoute, on va sûrement en parler un peu plus tard, mais les prochains Grands Prix qui s'en viennent, c'est des Grands Prix qui ressemblent un peu à celui de Belgique, avec Monza qui est un circuit rapide. Si les Ferrari ne sont pas capables de suivre, si le moteur Ferrari n'est pas capable de suivre le rythme, bon, je pense que le résultat va être pas mal semblable. Ouais. Non, et en plus à Monza, ils vont, ils vont enlever quelque chose que je pense que c'est pas une très bonne idée maintenant parce qu'ils enlèvent les boutons, Le party mode. Et c'est ça, parce que quand ils enlèvent les modes moto, ça veut dire que Red Bull ne pourra pas utiliser non plus les surplus de puissance. C'est ce qui se passe parce que oui, Mercedes, il utilise beaucoup
dans la qualif, mais Red Bull il l'utilise plutôt dans la course. Quand il y a une opportunité, c'est là que ça se passe. Et quand Max dit je vais mon surplus de puissance, c'est là que ça se passe. Mais maintenant, si il lève ça, même Red Bull, il ne pourra pas y aller. Parce que je ne sais pas si Honda y est préparé pour maintenir la course avec un seul mode moteur agressif pendant toute la course. C'est ça. Mais Mercedes, oui, il est capable de le faire. C'est ça. Oh oui, mais je pense aussi. J'ai hâte de voir en Italie, surtout qu'est-ce que ça va donner. Parce que si c'est dans la même lignée qu'on a à Spa, je pense qu'on risque d'avoir probablement la même course qu'on a eue en Italie. Sinon, moi, ce que j'ai pensé de la course, je m'attendais à mieux. Mais je vais être quand même un peu optimiste. Là, j'ai bien aimé la bataille au milieu de peloton. Certes, oui, on a beaucoup vu les Ferrari parce que les moteurs Ferrari se sont battus entre eux carrément. Mais il y a eu des pilotes qui m'ont impressionné. Oui, il y a eu Pierre Gasly. Il y a eu Sergio Perez aussi qui a fait aussi une belle remontée, mais encore là, je pense que la Racing Point perd de rythme de course au fur et à mesure que les courses s'alignent, s'enchaînent. Mais sinon, il y a eu Esteban Ocon qui a fait une belle course. Lando Norris aussi, dans les circonstances où il était la seule McLaren, parce que Carlos Sainz n'a pas pris le départ en raison d'un problème mécanique. Ça a été une bonne course. Mais sinon, les moteurs Ferrari, ça a été lamentable. Et bon, ça, on en reparlera aussi là dans le désormais célèbre Ford Ferrari 5. Mais sinon, s'il y a eu quelque chose aussi que j'ai apprécié, évidemment, c'était les hommages en début de course, évidemment avec ce qui s'est passé il y a un an sur ce même circuit, malheureusement. C'était bien organisé. On a une course sécuritaire. Très respectueux. Très respectueux. Et surtout l'accident entre Antonio Giovinazzi et George Russell nous a tous épeurés, là, parce que... D'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre, en fait, comment la roue de Giovinazzi s'est détachée et la voiture a rebondi sur la piste après avoir absorbé l'énergie de la voiture accidentée. Parce que c'était pas beau à voir. Oui, Giovinazzi est sorti par lui-même, mais normalement, le mur aurait été là pour encastrer. Comme justement, ça a été le cas lorsque Giovinazzi a eu son accident dans les derniers tours de la même course l'année dernière, où la voiture est restée encastrée. Donc là-dessus, il y a encore des progrès à faire en mesure de sécurité au niveau de la protection de la piste. Parce que Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte à la suite de cet incident-là pour voir pourquoi la voiture avait Pourquoi la roue avait débarqué? Je n'ai pas vu ça, d'ailleurs. La FIA a annoncé... Oui. La FIA a annoncé qu'il va lancer une enquête parce que ça, c'est quand même dangereux parce que... Oui, non, même avec le halo, là, ça reste que c'est une situation qu'on n'aime pas voir et qui n'est pas supposée d'arriver. Oui, parce que justement, l'accident en question de l'année dernière, c'était justement dû au fait que la voiture a rebondi après avoir eu son accident. Parce que là, ils ont ajouté... d'autres barrières au niveau du raidillon. Donc, et surtout, Fang, le virage où Giovinazzi est sorti cette année, c'est un virage qui est assez étroit. Donc, la zone de dégagement entre la piste et le mur est quand même assez étroit. Donc, quand la voiture a un accident, là, normalement... elle doit rester elle doit rester quand même
dans la zone hors piste. Mais là, si c'était une voiture qui était devant, là, ça aurait été, on aurait craint le pire. Donc là-dessus, il y a encore quelques ajustements à faire, mais sinon, Oui, mais il y a quelque chose que on oublie, c'est que en fait, ça sort d'accident, il arrive, c'est parce qu'ils ont fait des grosses zones de dégagement asphaltées. Parce qu'avant, quand il doit les gravier, l'auto, oui, ça peut faire ça peut tourner l'auto, mais ça va pas partir, ça s'envole pas. moi, Mais à cause de que maintenant, la majorité des circuits, si tu te rappelles, ici, toute la partie qui était l'épingle, toute la partie qui était T6, tout ça, il y avait ou avait des gazons, ou avec des graviers, tout ça, ils ont mis juste de l'asphalte. Parce que la FIA, il considère que c'est plus sécuritaire que l'auto, il dégage pour lui-même, ou que l'auto il reste coincé, il faut le dégager. Mais qu'est-ce qui arrive? Qui est faire la grosse zone de dégagement asphaltée, les pilotes n'ont pas peur de sortir de piste parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rester coincés. Et c'est là que ça arrive le problème. Dès que tous les pilotes ils savent qu'ils ne sont pas pénalisés, ils font moins attention. Quand ils font moins attention, ouais, ça arrive plus gros accident parce que c'est pas pareil une auto qui glisse dans l'asphalte et une auto qui glisse dans les graviers parce que ça va rester coincé. C'est sûr que ça va rester coincé là. Et aussi, ils ont mis des grosses bananes. Et c'est ça. Dès qu'une auto il touche les bananes, il s'envole. Et c'est ça qui s'est passé à le Grand Prix d'Espagne avec le pilote d'F2, Galael. ouais, oui. Il a touché la banane, l'auto, il est sauté, et quand il tombe dessus, il tombait sur ses 4 roues, cela qui n'a pas eu de dommages visuellement, mais les pilotes, il y a une fracture dans les dos. Ouais, une fracture à la vertèbre, puis il est out pour C'est minimum ça. 3 à 4 semaines, voire plus aussi. Alors, Oui, et c'est ça. Et la FIA, ils mettent des bananes. À Spa, ils ont mis des grosses bananes. Et je dis, Giovinazzi, oui, il a sorti de piste. C'est l'auto, il s'envole parce qu'il n'y a rien qui coince l'auto. Les Tech Pro, et ça, c'est supposé qu'en case, il y a sauf les coups. Mais à Spa, je ne sais pas, ça a l'air qu'il n'y a pas eu trop de présupuesto, pas beaucoup d'argent pour mettre des tech pro dans tous les circuits comme on exigeait à Montréal, parce qu'à Montréal, ils ont tout enlevé tout ce qui était des pneus. Ils ont mis partout les grosses bacs de tech pro. ouais. Bah non. Que c'est ça, quand l'auto, tu te rappelles, de Stroll, il arrive en 2018, Ouais. à T6, qui n'y a bien aucun contrôle, l'auto, il rebote dans les Tech Pro, il reste là, c'est tout. C'est ça. Et ça va voler, il reste là, et ça coince pas parce que c'est des grosses affaires aussi, mais ça fait des bruits, mais ça fait pas mal. Ça, c'est bien. L'autre problème, oui, la roue, il est coincé avec des... Comment ça s'appelle en français? Il est attaché. Ouais. La roue est attachée et au moins 4 câbles qui tiennent la roue pour pas qu'il s'envole. Et si tu te rappelles, quand Fernando Alonso a eu su gros accident à Australie, et même la roue est restée là, coincée, et il ne s'est pas détaché la roue en avant. Mais qu'est-ce qu'il m'a expliqué l'ingénieur Scalabroni, c'est que dans les cas que ça soit cassé, pas juste dans la roue, mais dans
pas la transmission, la suspension. Si la suspension est cassée, ça se peut que la roue, de toute façon, les câbles, ils vont partir. Mais ici, tu vois dans l'accident de Giovinazzi, la roue est partie parce que c'était la roue à gauche en arrière, mais les câbles ils étaient là. Ouais. Mais les câbles ne se sont pas détachés de la roue, ils se sont détachés de la suspension, de la place où ils devaient être attachés à l'auto. Ouais, et Dieu Ils étaient comme merci. cassés, oui. Et Dieu merci, au moins, la roue a rebondi sur le pneu avant droit de George Russell parce que ça aurait pu être pire. Et Dieu merci, les deux pilotes vont bien. Aucun choc, aucune répercussion physique sur leur accident au moins. Donc, on a évité le pire, heureusement, dans tout cela. On va passer maintenant à Pierre Gasly parce que, évidemment, je l'ai mentionné, ce Grand Prix de Belgique arrive presque un an après la mort tragique de Antoine Hubert, pilote français de Formule 2, lors de la course de feature de Formule 2 l'année dernière. Et naturellement, avec la présence de Juan Manuel Correa, de Nathalie, la mère d'Antoine, Pierre a voulu faire une course propre et c'est ce qu'il a fait. Et mon Dieu, il a été absolument remarquable en terminant 8e. Et je suis vraiment sûr. On en avait parlé à un moment donné il y a quelques épisodes sur la saison de Gasly, mais Dieu merci, au moins il y a un pilote qui fait très bien, mais dont on ne parle pas souvent. Mais là, avec la performance et les circonstances, au moins on peut voir à quel point on voit un Pierre Gasly complètement revigoré après avoir été rétrogradé chez AlphaTauri, Toro Rosso / AlphaTauri, après une expérience difficile chez Red Bull. Anna Maria, est-ce que tu crois que ça va continuer comme cela tout au long de la saison pour Pierre Gasly, malgré le fait que la AlphaTauri n'est pas au niveau auquel on pourrait espérer, mais au vu des performances de Daniel Kvyat, on aurait pu voir mieux qu'eux. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que Gasly peut continuer comme cela? Mais je ne sais pas, tu sais, lui, dès qu'il était arrivé à Red Bull, il ne se sentait pas à l'aise. Je pense que pas juste avec l'auto, il n'était pas comme en confiance avec l'auto. Fait que c'est ça qui a fait qu'il était après rétrogradé à Toro Rosso. Mais dès qu'il est arrivé à Toro Rosso, dans la première course, je pense que c'était à Belgique aussi. Oui. Il a fait très bien parce que l'année passée aussi à Belgique, il a fait, je pense, 9 dans les Grands Prix. Et ça s'est bien passé. Gasly, dès qu'il était arrivé à Toro Rosso, il se sentait comme dans sa maison et il a retrouvé la confiance et ça va bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Que je ne sais pas si ça change, si elle est encore dans Red Bull, parce qu'il y a beaucoup plus de pression quand il arrive à Red Bull et plus dans Red Bull sont plus exigeants aussi. Mais Gasly, je ne sais pas, on s'attend que ça soit constant, mais on n'a pas vu cette année la constance. Oui, ça pouvait aller très bien, comme ici à Belgique, il était très bien, lui était concentré, lui il voulait les résultats. En plus, si on fait une stratégie très agressive à un arrêt, mais ça vient donné. Mais je ne sais pas s'il va maintenir la cadence parce que l'année passée, c'était passé comme ça. Elle est très à l'aise. Quand lui veut que ça marche, ça marche. Mais on dirait qu'il y a des circuits qu'il aime, lui, il aime moins. Et ça va pas très bien quand lui, il n'y a pas la tête au complet.
C'est ça, mais en fait, c'est ça, parce que c'est ça qui s'est passé à Red Bull. Il manquait pas d'auto. Il manquait pas d'auto à Red Bull, c'est juste que ça n'a pas donné, ça n'a pas marché, il n'était pas concentré, il était toujours stressé à la défensive, et ça, quand lui, il est comme ça ne marche pas. Ouais. Toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de... Bah, je sais, on en avait parlé de Gasly, je pense après le Grand Prix de Grande-Bretagne, si je me trompe pas. Ouais. Mais toi, est-ce que tu crois qu'il va pouvoir tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison? Ben, je pense que ce Grand Prix vient nous donner un peu raison que, en fait, je vais utiliser l'expression être dans la bonne chaise. C'est exactement la situation où Gasly est en ce moment. Parce que, bon, Anna-Maria en a parlé, là, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, mais avec Red Bull, on sentait qu'il avait de la difficulté à trouver sa concentration et même à performer comme il l'aurait dû performer. Il est arrivé, il est revenu chez Toro Rosso / AlphaTauri et a commencé à performer à sa manière. Donc, il a commencé à retrouver le petit quelque chose qu'il avait dans sa conduite qui faisait en sorte qu'il pouvait être constant et avoir de bonnes performances. Et en ce moment, c'est ce que j'ai l'impression qu'il a. Et est-ce qu'il va être en mesure de conserver ça jusqu'à la fin? Je pense j'ai l'impression que le dernier Grand Prix a peut-être été un petit déclic dans sa tête en voulant dire que lorsqu'il le voulait vraiment, il pouvait réaliser d'extraordinaires choses avec une voiture qui est vraiment moins performante qu'on le croyait. Bon, on va mettre des guillemets, là. Je pense que c'est pas tout le monde qui s'attendait à grand-chose de AlphaTauri. Mm-hmm. Mais néanmoins, c'est une voiture qui semble bien lui aller. Et là, on parle, des mauvaises performances d'Albon. Il y a plusieurs personnes qui voudraient que Gasly remonte. Moi, je pense que qu'il peut faire de mieux en ce moment, c'est avec AlphaTauri, tenter de montrer sa valeur dans cette écurie-là et peut-être vendre sa conduite à une autre écurie lorsqu'il va être prêt de signer un nouveau contrat. Mais non, j'ai l'impression qu'il peut jusqu'à la fin réussir à avoir de bonnes performances avec cette voiture. Et je pense qu'il a profité d'une concentration à une grande concentration lors du dernier Grand Prix, en raison notamment de l'hommage à son ami de grande date qui est décédé en Belgique l'an dernier. Oui, et vous avez totalement raison. Si je peux me permettre aussi, parce que quand je regarde le classement des pilotes, Gasly compte 18 points contre les 2 pour Daniel Kvyat. Ça, c'est quand même assez révélateur pour moi de voir que Gasly semble plus à l'aise avec la AT01 que son coéquipier russe qui est là avec l'équipe depuis un peu plus longtemps, voire même peut-être même également aussi, là, un petit peu plus. Et je trouve que ce qu'on a vu en Belgique, en plus, Gasly a eu une assez bonne stratégie de commencer la course avec des pneus durs. Le seul, en fait, à le faire. Évidemment, avec la voiture de sécurité, il a été capable de se rendre jusqu'à la 5e place, naturellement avec tout le monde qui s'est arrêté. Ensuite, quand c'était son tour, il a dû travailler fort. Et c'est ça aussi que j'ai vu, que je vois plus de Gasly depuis qu'il est retourné chez Toro Rosso / AlphaTauri. C'est que maintenant il est, comme vous l'avez dit, un peu plus agressif. Il fait, c'est peut-être pas parce qu'il y a une grande ligne droite aussi. Il y a aussi son dépassement sur Sergio Perez dans les premiers tours avant l'entrée de le rouge était magnifique. C'est ce genre de Gasly que quand je regardais un peu la GP2, en fait, c'était ce Pierre Gasly que je voyais. Maintenant, c'est ce que je vois un peu plus en un an et presque ça fait un an déjà, là. Donc, en un an complet, là, je vois un meilleur Pierre Gasly. Puis, aussi, ce qu'il a fait en Grande-Bretagne aussi, à quelques courses aussi au cours de la saison, c'est assez remarquable. Certes, Daniel Kvyat a été malchanceux, entre autres, je pense, lors du premier Grand Prix, où il y a eu cette crevaison
terrible sur la ligne droite. Mais Gasly, lui, a su saisir son opportunité. Et puis c'est comme ça que je vois, en fait, la saison du Français continuer comme cela. C'est de saisir ses opportunités. Et puis, qui sait, on s'entend tous pour dire que là, je pense qu'ils ont appris de l'expérience de Gasly avec Velbo pour donner un peu plus de temps à ces pilotes qui arrivent. Ouais. Donc, je vois plus. Moi, je ne vois pas un changement, un changement de pilote pour le reste de la saison, voire même pour l'année prochaine, parce que je trouve que les deux sont assez bien, mais c'est juste que autant Gasly que Albon doivent monter de niveau, ils doivent monter élever leur jeu d'un cran. C'est tout simplement cela. Mais si Oui, je peux me permettre, juste un petit commentaire comme ça. Oui. Je pense qu'il est positif aussi dans la performance de Gasly, c'est qu'il a vraiment leadé l'équipe en fin de semaine. Et si jamais, et là je vais mettre d'énormes guillemets, mais si jamais Yuki Tsunoda devait arriver l'an prochain chez AlphaTauri, ce qui est une possibilité en ce moment, c'est dans les discussions, ben tu aurais un pilote qui est capable de prendre le lead, qui est capable de montrer des choses à un jeune pilote qui arrive dans la grande ligue, et ainsi, avec des performances comme ça, pouvoir faire quand même avancer l'équipe malgré peut-être un léger poids qui est un nouveau pilote quand il arrive en Formule 1. C'est toujours difficile. Donc, si jamais ça arrive, je pense que Pierre Gasly serait un excellent coéquipier pour un gars comme Tsunoda qui va arriver avec une certaine pression également, qui est peut-être le japonais avec le plus de potentiel depuis plusieurs années. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant de ce côté-là aussi. On va parler de Renault, en fait. Là, on a enfin quelque chose de positif à dire sur cette écurie. Parce qu'au moins, c'était leur meilleure course, leur meilleure récolte de points. Ils ont obtenu 23 points grâce au 4e et à la 5e place respective de Daniel Ricciardo et d'Esteban Ocon. Et encore mieux, Ricciardo a obtenu le point bonus pour le meilleur tour en course parce qu'il a poussé comme un fou pour chasser Max Verstappen. Et en plus de ça, il y a encore ce pari qui est bon jusqu'à la fin de la saison, où si jamais Ricciardo obtient un podium, eh bien Cyril Abiteboul va se faire tatouer. On ne sait pas quelle est la grandeur de tout ça. Il faut d'abord obtenir le podium, puis ensuite on verra le tatouage. Mais tout ça pour dire que Renault, après un début de saison un peu difficile, commence vraiment à revenir en scène. Puis l'écurie se trouve au 6e rang à seulement 9 points. 9 points de McLaren et du 3e rang. Et c'est pas facile et c'est tellement facile à dire, elle se retrouve à 2 points de Ferrari. Donc, après la course... à un moment donné, il va falloir que j'arrête de niaiser Ferrari à un moment donné. Mais... écoute, ils font presque exprès qu'on leur tape dessus aussi. Là. Je pense qu'on a une raison de frapper un peu. Ouais, exactement. Et justement, pour faire un lien, Marc-André, qu'as-tu pensé des performances de Renault en fin de semaine? Écoute, c'est sans faute. C'est sans faute. J'ai été très dur en début de saison. Je dois faire un mea culpa. Là. Je pense que je ne m'attendais pas j'allais d'un coup de circuit avec mes affirmations en début de saison en disant que Renault allait pratiquement être la pire écurie du circuit, mais je pense que présentement, il montre que j'avais tort et je suis content quand même parce que Ricciardo, ça va lui donner confiance avant qu'il parte avec McLaren où je pense qu'il va être un petit peu plus heureux, il va être dans un environnement plus sociable, plus à son image. Et en ce moment, il récolte justement des bonnes performances avec un 13 points, là, une 4e position à quelques secondes de Max Verstappen en raison de ses problèmes de vibration. Et tu lui donnes peut-être 2 ou 3 tours de plus et peut-être qu'il peut se battre avec Max et potentiellement réussir à le dépasser. Donc, c'est vraiment
une situation qui est positive présentement pour Renault. Puis s'ils peuvent construire là-dessus, et je pense que c'était pas un circuit où on s'attendait à ce que le moteur Renault performe aussi bien. Et quel autre Grand Prix est aussi rapide que lui? C'est Monza. Et c'est la semaine prochaine. Donc, je pense que ça peut peut-être nous donner un indice sur la façon dont le moteur Renault et Renault vont réagir. Oui, son ingénieur, il dit que oui, il s'attendait à que ça performe en Spa parce que c'est un circuit qui n'a pas besoin de beaucoup d'appui aérodynamique. Que c'est son problème, fait que il disait, juste pour le Grand Prix à Italie maintenant, il dit qu'il faut profiter à Italie parce que c'est comme à peu près la même sorte de circuit, il n'y a pas besoin beaucoup d'appui aérodynamique, et si se retrouve à l'avance, il faut faire bien dans les qualifs pour se maintenir en avant, mais il faut prendre en compte quelque chose, c'est que McLaren, il y avait un seul auto dans la piste, parce que Sainz était déclaré forfait avant de commencer. C'est pour ça que je ne pense pas que ça peut avancer peut-être à 4e place, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il peut aller très loin. Et si Ferrari ils font un petit plus mieux, c'est ça, ils ne vont pas se laisser faire pour Renault. On ne s'attend à rien de Ferrari, mais il faut être réaliste. Renault il se retrouve là, il continue à être 6e malgré que Ferrari il n'y a pas fait de points. Il n'y a pas aucun point dans le Grand Prix en Spa, et que aussi McLaren, il y a eu une seule voiture dans la course, que c'était Lando Norris, et bon, Racing Point, ils se sont trompés dans la stratégie un petit peu, mais je ne sais pas s'ils pourraient faire mieux à Monza, parce que en fait Pérez, peu importe la stratégie, il serait retrouvé à la même place. Parce que si on voit Stroll, c'est la même chose. C'est ça qu'on fait le calcul, on dit non, s'il ne peut pas s'arrêter. Oui, peut-être ils se sont trompés, mais ils essayaient quelque chose de différent. Ils essayaient de faire arrêter à Pérez une seule fois. C'est là que Pérez avait les blancs, je dis les blancs les plus durs, ça marche pas très bien, parce que à la fin des courses, ces pneus étaient finis, mais les autres, il y avait quand même Gasly, les autres, il y avait roulé beaucoup avec Stroll, il y avait 32 tours, tous ceux qui étaient en avant, il y avait à peu près 32 tours, mais si à quelqu'un, il fallait s'arrêter, tous ceux qui étaient avant, c'est Pérez qui aurait sorti gagnant, parce que c'est les seuls Pérez et Gasly qui étaient allés plus loin dans son stratégie pour un seul arrêt. Mais je ne pense pas qu'il y aurait changé quelque chose, au moins pour l'équipe. Si Pérez se retrouve, ils font l'arrêt en même temps que Stroll. De toute façon, il ne pouvait pas arrêter en même temps parce qu'il n'y avait pas le temps. Avec l'auto de sécurité, il n'y avait juste pas le temps d'arrêter les deux autos. Et il ne peut pas faire comme Mercedes qui font un double arrêt tout de suite. Ils ne sont pas préparés pour ça encore. D'accord, mais on s'entend que pour dire que Racing Point, comparé à la Renault en fin de semaine, n'était jamais dans le coup, parce que... Non, il n'était pas dans les mêmes coups, et c'est ce qui s'attend à Monza. Qu'est-ce qu'on dit pour Monza, c'est que les seuls développements pour la voiture cette année, qu'il va être introduit dans les derniers, dans les RP20, c'est à Monza. Parce que les fins de semaine, si ça marche, c'est comme ça pour le reste de la saison. Et si ça marche pas, mais
on fait d'où? Ben, c'est ça, mais c'est parce que moi, pour revenir à Renault, en fait, moi, je vois que l'écurie continue d'avancer parce que c'est vrai on s'est beaucoup moqué de cette écurie parce que leur moteur n'était pas fameux et le châssis non plus, bien que ce soit bien désigné et tout. Mais moi, je pense que Renault contre Racing Point, si on prend l'exemple, parce que ça a été souvent ça, Mais Renault fait du progrès alors que Racing Point recule un régresse, peu. prend du recul. Ouais. Puis c'est ça aussi que je vois. Racing a fait qu'est-ce qu'il devait faire. Profiter la rentrée, profiter les premières courses, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ils se sont fait enlever 15 points aussi. Moi, mais c'est pas, pour moi, les 15 points, c'est pas une raison parce que, C'est beaucoup à deux parce que maintenant, regarde, si on met les 15 points à Racing Point, maintenant, ils se retrouvent devant McLaren, mais pas devant collé, mais devant, pauvre. ouais, mais même à ça, moi je trouve que Renault quand même, c'est l'écurie que qu'on va vraiment surveiller parce que oui, il y a Monza, il va avoir Mugello. Je pense aussi il va avoir peut-être la Russie où c'est un circuit quand même qui est bien équilibré. Donc, si on exclut Ferrari du lot, évidemment, puis euh, on risque d'avoir une bataille entre McLaren, Racing Point et Renault parce que je vois vraiment l'écurie française faire des miracles alors que Racing Point, oui, c'est bien beau d'avoir copié la Mercedes de l'année dernière, mais si tu n'es pas capable de la faire développer, ce que Renault semble avoir fait avec sa monoplace, ben, c'est sûr qu'ils vont se faire gober. On verra, je fais plus confiance, ma confiance est plus sur la Ferrari que sur Renault. Parce que Renault, oui, ça peut avancer, mais c'est juste une bonne course qu'on fait. Mhm. C'est juste un, c'est tout. C'est juste Ouais. Espagne, ils font une bonne course, ils se retrouvent sixième, et j'ose dire tout de suite qu'ils peuvent qui pousse se batailler pour la troisième place. C'est quoi ça? Ben, Tu viens La juste de confiance. faire. c'est la confiance. Oui, mais la confiance, mais c'est trop de confiance. C'est Mais, trop de mais confiance, oui, mais je pense qu'ils vont pour réussir moi, à jouer dans pour la moi, tête des autres écuries. mais oui, pour moi c'est bien, pour toi c'est bien, disons, mais pour les boss, disons, de que on pousse a batailler pour la troisième place, digo, oh, attends, tu viens juste de faire une première bonne course et il faut être un peu, un peu plus réservé, je dirais, oui, peut-être ça va marcher, mais regarde, parce que si ça marche pas la prochaine course, c'est fini, personne va croire en toi y c'est Alonso que s'en vienne après. Ah oui, mais ça c'est Fernando Alonso en même temps. Alors je me fierai pas trop à ce que Alonso va dire, même si on l'adore là. Mais de toute Non, mais c'est ça que dans ce cas-là, je dis Alonso il était plus mature parce que lui a dit oui, je m'en viens à Renault, je vais m'amuser, c'est bien retourné, je me sens préparé, je suis prêt à affronter les défis, je me sens bien, mais attends pas à que je gagne des courses tout de suite. non, c'est ça. Et Cyril Abitibul, il n'y a pas bien pris ça. Hein, quand Alonso a dit qu'on ne s'attend pas à gagner des courses tout de suite, et lui était confâché. Il dit, ben oui, mais c'est la première fois que Alonso il dit quelque chose qui a des sens. Ben, il n'y a pas tort non plus. Il n'y a pas tort. Alors, je pense pour revenir aux performances de Renault, quand tu regardes, sur les circuits qu'on connaît, bon, il y a Monza, il y aura Sochi, il y aura le Grand Prix de Bahreïn et Abu Dhabi. C'est sûr, ce seront peut-être des circuits où on va voir si la Renault va pouvoir tenir le coup. Si ce n'est pas quelque chose d'éphémère, leur performance en Spa, parce que si on compare par exemple à ce qu'ils ont eu
il y a 2 semaines lors du Grand Prix d'Espagne. C'était pas Jojo, mais je pense quand même que Renault est sur une bonne lancée, je trouve. Bon, on va conclure le sujet de Renault, pas parce que je veux pas, mais c'est parce qu'on va avancer un On va peu. manquer de temps. Parce que il faut qu'on parle de Ferrari. Ouais. C'était passé pour toi. Ouais. Oh boy. Mais je sais même pas par où commencer là parce que depuis. On peut parler le petit pouls des Canadiens. Ah ouais. Ah. Si on normalement Le j'ai. silence veut tout dire, je pense. Mais Oh, mon Dieu. j'ai pogné une entrevue, je pense que c'était à Sky Sports avec Vettel, et ce qu'il a dit était quand même assez véridique, mais ça veut tout dire à quel point en ce moment chez Ferrari ça ne va pas bien, et c'est la catastrophe parce qu'il disait on ne peut pas faire de miracle avec cette voiture, alors qu'habituellement le pilote, on le sait, bon, la Formule 1, c'est pas un sport qui est totalement égal, mais reste que il a une possibilité de surpasser les performances de la voiture pour la rendre meilleure et avoir un bon résultat. Et présentement, chez Ferrari, c'est une impossibilité avec cette voiture de la rendre meilleure avec seulement le talent du pilote. Et c'est ça qui est catastrophique chez Ferrari. Et on ne voit pas où la descente aux enfers va continuer. Et là, ils s'en vont dans les prochaines semaines 2 fois en Italie avant de repartir sur un autre continent, je pense que c'est en Russie, et de revenir à la maison. Moi, je m'attends à ce que ce soit des semaines de grand désespoir pour tout le monde en Italie, parce qu'on sait à quel point les tifosi et à quel point les Italiens peuvent être durs avec l'équipe et l'écurie. Donc, le moral va être très bas, j'ai l'impression. Et Anna Maria? Non, mais c'est pas juste parce que avant on pouvait dire, même Binotto, quand ça a commencé la session, et je sais dire que c'est la faute de Vettel. Mais maintenant, il ne peut pas dire que c'est la faute de Vettel. Parce que ça ne marche pas non plus la voiture de Leclerc. Et on est habitué à Leclerc à avoir de bonnes performances. Et c'est ce que je disais quand ça a commencé. Mais Leclerc a fait un podium parce qu'il était chanceux. Oui, il était là, il était à la place pour profiter, mais il était chanceux. Ça donnait qu'il ne performe pas la Ferrari. Ça va pas bien. Et ça va pas bien, c'est pas juste la voiture. Non, Toute l'équipe, ça va pas. Tu vois qu'est-ce qui s'est passé? La gestion de l'équipe, l'arrêt en Espagne, encore l'arrêt de Leclerc, il était tout brouillon parce qu'il manquait quelque chose, il n'était pas préparé. C'est quoi ça? Mais, en Espagne aussi, oui, Leclerc, sa voiture, il s'est arrêté, il est reparti, il a cassé quelque chose dans son ceinture de sécurité. Il était lâché pendant 2 tours. Il avisait, il y a le message radio, il parlait avec l'équipe, il disait se préparer parce qu'il faut s'arrêter, il faut préparer une pièce pour l'attacher. C'est pas parce qu'il abandonne, c'est pas parce que la voiture il était finie, c'est parce qu'il arrive, il n'était pas préparé. Et Leclerc il était un peu fâché parce qu'il dit j'ai appelé, j'ai dit que je m'en venais, il fallait avoir la pièce il avait tombé ou quelque chose pour l'attacher. Il savait pas où était, il pouvait pas l'attacher et finalement les pilotes y abandonnent juste parce qu'ils n'ont pas réussi à l'attacher. C'est tout, c'est même pas que la voiture est finie. Oui, peut-être il est arrêté, il y avait un problème, il est reparti, mais ça laisse voir que ça marche pas, mais pas juste la voiture. Il y a quelque chose que ça va pas dans l'équipe. Vettel, il s'est improvisé à faire la stratégie. C'est lui qui dit qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut arrêter. Regarde, dans le Grand Prix à Spa, Leclerc il demande qu'est-ce qu'on fait.
plan C, plan D, et dit, mais c'est quoi plan C, plan D, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais on va regarder qu'est-ce qu'on fait, mais Leclerc, il demandait de précision, mais les plans C, les plans D, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et c'est quelque chose que tu vois et ça va pas, mais ça a d'une équipe de, de, D'amateurs. d'amateurs, il n'y a rien qui marche. Les stratèges, mais c'est les mêmes, ils ne sont pas capables, regarde, c'est les mêmes stratèges depuis quelques années. Binotto, je ne sais pas, la gestion de l'équipe, peut-être il se fait, comme ingénieur, c'est bien, mais pour faire tout le travail, gestion de l'équipe, l'ingénieur, la partie technique, ça n'a pas marché, ça a tout dégringolé, on dirait, partout. C'est pas juste la voiture, c'est pas juste que Vettel, avant, il était bien. L'année passée, c'était beau. On faisait la faute sur Vettel et c'est fini. Mais maintenant, Vettel s'en va. Ouais, Oui, Leclerc, ça marche pas. Lui est coincé. Moi, si je peux me permettre, ce qui n'est pas normal, c'est que, premièrement, les ingénieurs de piste qui ont les données, ils ont les données, ne sont pas capables de donner un plan concret à ces deux pilotes pour leur dire c'est sur quoi on s'enligne. Et en plus de ça, et en plus, Kimi Raikkonen sur une effing Alfa Romeo le dépasse sur la longue ligne droite, alors que c'est pas j'ai dit une effing Alfa Romeo parce que c'est pas la voiture, c'est pas la meilleure voiture du milieu de plateau qui réussit à finir devant Vettel, devant Leclerc aussi. À la régulière. Et à la régulière en plus. C'est ça qui est le pire. Et moi, il y a une phrase qui m'est venue en tête durant que vous parliez. Les petits défauts ressortent lorsque tout va mal. Et en ce moment, c'est exactement ce qu'on voit. Ça ne vient pas d'hier la mauvaise gestion d'une course par Ferrari ne vient pas d'hier. Là. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans qu'on voit à quel point c'est difficile. Mais ce qui pouvait sauver Ferrari, c'est la performance pure de la voiture. C'est le fait que la Ferrari était rapide et qu'elle pouvait se battre contre Mercedes, contre Red Bull et les autres. Alors qu'aujourd'hui, la performance de la voiture est merdique. Et ce qu'on voit, c'est que les petits défauts deviennent énormes et la gestion est pas mieux. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire sur les gens qui travaillent près de la piste, près des stratégies, parce que, comme Anna-Maria l'a dit, ce n'est pas seulement la voiture, c'est les petits détails, les petites décisions que, je vais prendre par exemple une équipe comme Red Bull fait à la perfection. Une gestion de course, c'est rare qu'on voit Red Bull rater une stratégie ou une gestion de course parce qu'ils le font de main de maître, alors que Ferrari sont incapables de faire ça. Ouais. Et en plus de... enfin, selon Mattia Binotto, il n'est pas question de parler de crise. Mais tu sais, il y a quoi, 17 courses dans la saison? Incroyable. Après ce programme triple, il y en aura 10. Donc, on aura déjà fait 50% plus que 50% de la saison. Donc, à quel moment tu peux dire qu'il n'y a pas de crise? Peut-être que le retour en Italie va faire du bien. Ils vont peut-être se rendre compte à quel point la situation est dramatique. Regarde, parce que ça fait rire, parce que lui a dit, on a besoin de la stabilité, on va pas, mais il s'attend pas à de bons résultats d'ici à 12 ans, je sais pas l'année prochaine, pas l'autre année, parce qu'on a besoin de stabilité. Je dis, inacceptable. Quoi? Stabilité. Et tu peux pas
qu'est-ce qu'il y a dans la tête et la stabilité, il n'y a rien qui marche. Red Bull ont besoin d'une stabilité au niveau des deuxièmes pilotes, mais Ferrari ont besoin de changement. Mais oui, ils ont besoin de gros changements parce que je dis, mais si la stabilité, c'est le laisser à lui à la tête, mais on s'attend que ça va être long. Vous savez qu'est-ce Ça va que être long. vous savez qu'est-ce que Nick Heidfeld avait dit à propos de d'avoir un ingénieur de Mattia Binotto? Un ingénieur n'est pas fait pour être n'est pas fait pour être un directeur. J'ai des Ouais. doutes, mais c'est pas pour dire que Binotto fait du mauvais travail, mais il a un peu raison. Ça arrive, Oui, mais totalement. regarde, notre Jack National aussi a dit la même chose. Il dit, je suis amic de Binotto, je le connais très bien, il est très bon ingénieur, mais côté gestion de l'équipe, non, ça va pas. C'est clair que ça va pas, il se voit. Il y a personne qui peut dire le contraire, ça va pas. C'est pire en pire. Depuis que lui est arrivé, tout tout était allé de mieux en pire. C'est ça. Bon, on va mettre fin à cette tirade contre Ferrari. On va probablement, je suis sûr que la semaine prochaine, on va revenir puis on va encore parler en mal de Ferrari parce que Assurément. c'est le Grand Prix d'Italie puis j'ai peur que ce soit la même chose à Mugello. Donc, ça va être Oh là là. quelque chose de compliqué. Avant de finir cet épisode, on va parler en fait du calendrier 2020 parce que maintenant il est désormais officiel, Complet. complet. On a 17 courses, comme on l'a mentionné cette saison. Donc 17 courses et d'ailleurs je veux féliciter la Formule 1 qui nous a sorti un calendrier du moins assez intéressant avec le retour de plusieurs circuits, l'arrivée d'un circuit que je voulais voir au calendrier, à savoir Portimao. Mais sinon, on est passé de 22 Grands Prix à presque rien, à savoir est-ce qu'on va avoir une saison, à en avoir 17 au total. Et on va finir la saison officiellement le 13 décembre à Abu Dhabi, mais ce n'est pas ça qui est ce n'est pas ça qui est intéressant. D'ailleurs, depuis quand le Grand Prix d'Abu Dhabi est intéressant. On va voir en novembre, à la mi-novembre, ce sera le retour du Grand Prix de Turquie sur le circuit Intercity Istanbul Park, qui a accueilli le Grand Prix de Turquie entre 2005 et 2011, avec ce fameux virage 8 qui est en fait un triple ou un quadruple virage à gauche, ou comme j'aime le dire, c'est un virage pouhon sur les stéroïdes. Oui. Un beau circuit. Oui, C'est Je un, pense qu'on va avoir du plaisir à voir ce Au circuit-là, moins. c'est certain. donc c'est un pouhon sur les stéroïdes, mais vraiment très intéressant de voir cela. Et d'ailleurs, les promoteurs du Grand Prix de Turquie ont annoncé leur intention d'accueillir 100 000 spectateurs sur leur circuit, alors gratuitement, presque. ah ouais, presque gratuitement parce qu'on parle de à peu près des billets pas très chers. Donc je pense que c'est ce que j'avais lu, c'est aux alentours d'à peu près 3 livres sterling. Bon, j'ai lu ça sur le site, sur des sites britanniques, mais on parle de billets à 3,5 livres sterling. Donc c'est pas beaucoup, c'est à peu près genre 7 ou 8 dollars, 6 à peu près, dollars canadiens. Et bon, en ce temps de coronavirus, en plus, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour un Grand Prix qui, historiquement, à part la première édition, a accueilli entre 25 000 et 35 000 spectateurs. Alors, je ne sais pas Non, si mais 100 000, c'est c'est assez ambitieux. c'est ambitieux, je dirais, mais peut-être que si ils donnent les billets, ils vont le remplir. En plus, si on la frontière ouverte, il y a des mondes prêts à y aller, ya ce soit d'Espagne ou de tous les petits pays d'Europe. Peut-être ils pourraient remplir. La question, c'est que le Grand Prix il était enlevé de calendrier juste pour ça. Parce qu'il n'y avait pas de public.
Fait que c'était pas profitable, il n'y avait pas de l'argent, fait qu'ils ont fermé. Je pense que c'est lui-même, Monsieur Cleston, qui a mis beaucoup d'argent pour faire ce circuit, qui en plus il est très beau, c'est de mes préférés, mais ça n'a pas marché parce que ça a l'air qu'il n'y avait pas de monde, et l'accès au circuit n'était pas facile non plus, et les pays, c'est pas plus non plus de plus stable. Pas juste avec le Covid, Moi, en plus. mais en plus, mais qu'est-ce que j'ai appris, c'est que maintenant le circuit appartient à une firme que en fait c'est, comme disons, il est commandité pour le gouvernement ou quelque chose comme ça, fait que c'est ça. Y de toute façon, ça coûtait, y on payait rien pour avoir le Grand Prix parce que maintenant la FIA y cherchait Liberty, y cherchait des places, fait que comme Portugal, comme Turquie, c'est des circuits qui n'ont pas payé les canons comme d'habitude. Ouais. Ils font en fait ils les prêtent à Liberty pour faire la course et pour remplir le calendrier, fait que c'est ça. Maintenant, et on dit on va remplir le circuit, mais les billets sont presque donnés. On a calculé qu'à peu près, si tu vas à Maguelo, qui est aussi avec public, mais les prix sont pas du tout pareils. Non, c'est ça. Ben, au Non, moins. c'est très très cher à Maguelo. Et justement, je lis ça sur le site Motorsport Next Gen Auto. Tu as le promoteur qui dit « S'il n'y avait pas eu de pandémie, nous pensons que 220 000 personnes auraient vu la course. » Et sur la phrase suivante, Aka, qui est le promoteur en question, oublie toutefois que sans pandémie, il n'y aurait tout simplement pas eu de Grand Prix de Turquie. Logique. Moi, je trouve que c'est une affirmation un peu bizarre, je dirais pas stupide, parce que c'est vrai, le Grand Prix de Turquie n'était jamais supposé, c'est juste, je m'excuse de dire ça, j'aime beaucoup le circuit, mais c'est un Grand Prix bouche-trou pour avoir au moins le plus de courses possible, puis c'est un circuit de grade 1, alors sois chanceux que ton Grand Prix soit là, mais assure-toi, si tu veux des spectateurs, que ce soit non seulement tu étais 100 000, parce que c'est pas ça qu'il y a eu entre 2006 et 2011, mais aussi il faut que ce soit fait en fonction de respecter les mesures de distanciation sociale, parce que on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. On ne sait pas quand il y aura une deuxième vague, donc on se calme un peu là. Oui, complètement en accord. Et là-dessus, on va aussi... Et on ne sait pas tout, hein. C'est pas tout. Parce que oui, on a un Grand Prix de Turquie, mais on a officialisé aussi un programme double au Bahreïn. Donc, il y aura le... Youpi! Ouais, tu dis... J'avais pas qu'on se parlait de l'Oval à Paris. Non. Ah non, je ne veux pas partir ce débat sur ça, à savoir est-ce que on n'aura pas le temps de le finir. Non, est-ce que c'est un ovale ou pas, mais c'est tout ovale. Bon, c'est un ovale qui est caché avec 2-3 virages qui... Ben, il y a quand même 4 virages, non? Oui, mais c'est des virages très, très légers. On est loin de l'épingle de Montréal. Là. Non, mais un peu en blague, quand ils m'ont dit ils pensent faire un circuit, ça semble un ovale, j'ai dit comme, mais ça serait drôle, pourquoi pas? Mais j'ai jamais pensé que ça serait pris au sérieux. Moi je pensais que c'était une farce, puis finalement ça ne l'est pas. Et je suis un peu malheureux avec tout ça parce que ça va être une joke, honnêtement. Je pense que c'est quoi? C'est 54 secondes autour? À peu près, oui. C'est ça, c'est... Avec 81 tours. 87. Hamilton, il va s'amuser, hein? Il va doubler 4 fois les 12e. Ça va être infernal. Honnêtement, j'aurais aimé ça qu'on ait un programme double, mais avec un circuit normal, comme on a fait à Silverstone, comme on a fait avec le Red Bull Ring. Mais bon, ils ont pris la décision de faire
ainsi. On prépare le retour. Je suis quand même curieux de voir ce Grand Prix-là. Je trouve que c'est une farce. Ben, en fait, je trouve que c'est un peu logique parce que c'est vrai que le spectacle en dépérit, on sait pas encore, mais la différence entre le Bahrain International Circuit et Silverstone et le Red Bull Ring, c'est que les configurations du circuit de Sakhir sont tous de grade 1. Donc, techniquement, la Formule 1, si elle voulait, elle pouvait accueillir un Grand Prix de Formule 1 sur les différentes configurations, en autant qu'ils n'utilisent pas celui de l'endurance qu'ils ont utilisé en 2010, parce que ça, c'était probablement une très mauvaise idée. Donc, c'est ça le truc. Je pense que c'était assez ambitieux. Oui, vas-y. Oui, une chose... Mais si on se plie à que c'est des grades 1, il peut faire des courses à Laguna Seca, mais c'est pas fait pour ça. Ouais, on va voir, ça c'est drôle, je le trouve drôle, mais c'est juste qu'il soit homologué grade 1, ça veut pas dire que tu peux faire comme la course de Formule 1. Quand tu veux, il faut aussi préparer le circuit, les pilotes. Il faut qu'ils apprennent aussi le circuit. Ils viennent de changer la configuration. Ouais, mais ça va être la même chose avec Mugello et Portimao parce mais que... Oui, mais bon, Mugello, ils le font... disons que Vettel le connaît très bien. Ouais, il y a des pilotes qui le connaissent très bien. Donc, non, c'est ça. C'est surtout des circuits qu'on connaît très bien, en fait, parce que certains pilotes connaissent très bien, mais dans une Formule 1, c'est très rare. Mais sinon, du côté de Bahreïn, c'est la même chose. C'est juste que on pourrait dire qu'il y a 90% du circuit que les pilotes connaissent parce que ça fait partie du circuit traditionnel qu'ils utilisent pour le Grand Prix de Bahreïn. Mais sinon, c'est un défi qui va être assez intéressant. C'est sûr que peut-être pour le spectacle, comme Marc-André le disait, on ne sait pas. Peut-être que le spectacle il va avoir moins de spectacles, comme on pourrait voir, parce que il y a un niveau de différence assez élevé, comme on l'a vu en Belgique. Mais la F1 ne perd rien à essayer, parce que c'est vrai que c'est un calendrier qui a été complètement chamboulé à cause de ce virus. Alors, autant essayer. D'ici là, Hamilton est déjà 7 fois champion, fait que pour ça, il y a n'importe quoi. Voilà. Et voilà, donc peut-être que même en arrivant là, le 4 décembre, pour le Grand Prix de Sakhir, ou Bahreïn numéro 2. Oh, c'est sûr. D'ici là, Hamilton a déjà raconté son 7e. Ouais, exactement. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, Grand Prix de Turquie à la mi-novembre, le 15 novembre, si je me trompe pas. Donc, le 15 novembre, Grand Prix de Turquie. Ensuite, on aura le programme double du Grand Prix de Bahreïn à la fin novembre et début décembre. Et ensuite, le 13 décembre, la saison se terminera à Abu Dhabi. Donc, si vous voulez planifier votre sieste, le 13 décembre, ce sera le Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin F1. Marc-André a dû nous quitter parce qu'il y avait une petite urgence, donc on le remercie déjà d'avance d'avoir été là. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur Facebook, @facebook.com/bulletin F1, sur Twitter, @lebulletin F1, et on est même sur Instagram, toujours sur @lebulletin F1. Évidemment, nous avons notre site web où vous pouvez lire les tops et contre-performances de chaque Grand Prix, les avant-courses aussi, quelques chroniques qu'on met en temps et là. Et évidemment, vous pouvez écouter les anciens épisodes de podcast qui se retrouvent sur notre site bulletinf1.com. Et on a beau se moquer de Ferrari, mais
La semaine dernière, il y avait un épisode assez intéressant que j'ai fait sur leur projet d'aller en IndyCar au cours des années 80 afin de disons, supplier la Formule 1 de respecter leur volonté. Alors, si vous voulez aller écouter ça s'appelle... c'est une série qui s'appelle Histoire de F1. Donc, le tout est disponible sur bulletinf1.com ainsi que sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitch, TuneIn, etc. Podcast, c'est pas mal disponible partout. Alors, Anna-Maria, merci énormément d'avoir été là. Non, merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Oui, exactement. Un gros merci à tous ceux qui nous écoutaient. Puis et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi, à laisser des notes, des reviews aussi, pour qu'on puisse s'améliorer évidemment. Et toutes les critiques constructives. Et peut-être même des insultes si vous trouvez qu'on se moque trop de Ferrari aussi. Ça, je peux vivre avec. Parce que je me suis aussi moqué de Ferrari. Alors, je m'appelle Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1 et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Et on se retrouve pour une prochaine fois, en fait la semaine prochaine, pour un retour sur le Grand Prix d'Italie. Bonjour ou bonne soirée.